tous, bienvenue dans le MAC. Je suis ravie de vous retrouver sur School TV. Exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai le plaisir donc de présenter cette émission. Mais pas de panique, Patrice sera de retour ici, à cette même place, dès demain. À l'occasion de la fête de la nature que l'on célèbre ce mercredi, nous allons nous poser la question suivante. Faut-il faire classe dans la nature? Le sommaire, sans plus attendre, mettre la nature au cœur de notre quotidien, c'est tendance. Et si on commençait par nos enfants à apprendre à lire et à compter au milieu des arbres, c'est possible grâce aux Forest School qui poussent un peu partout en France. En quoi ça consiste? On en parle avec Irina Capron dans un instant. Parce qu'appréhender la nature passe aussi par la connaissance des astres. Fini les écrans, les enfants se reconnectent enfin à la nature. Comment sensibiliser nos enfants, notamment les petits citadins? Des structures proposent des activités et des cours allant du primaire au lycée en pleine nature. On en parlera avec nos invités. Et puis enfin, quel avenir pour ces écoles? Est-ce qu'on a du recul aujourd'hui? Que deviennent ces enfants? Comment fait-on en ville pour mettre en place ce système? Ce sera en dernière partie d'émission. Nos invités en plateau, Nicolas O, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes cofondateur et président d'Upaya. Gérard Debionne, vous êtes également ici, vous êtes secrétaire de l'association Casar 95 dédiée à l'astronomie amateur. Exactement. Bonjour. Et puis en Skype avec nous, Thibaut Pinsard, vous êtes fondateur des écoles Déclic. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Alors, on va vous libérer dans pas très longtemps, il me semble. Dans 5-6 minutes, vous devez nous quitter. Donc, on va commencer par vous. Mais avant, on va parler avec Irina, donc de La Loupe. À tout de suite. Donc, vous allez nous parler de la fête de la nature. C'est aujourd'hui, ce mercredi. Exactement, et c'est la 16e édition. Aujourd'hui, la fête de la nature se célèbre alors tous les ans pendant 5 jours, au mois de mai, vers le 22 mai, car c'est la journée internationale de la biodiversité. Pendant ces 5 jours, il y a des milliers de manifestations et d'ateliers qui sont organisés par les associations de conservation et d'éducation à la nature, mais aussi par les collectivités locales, par les entreprises, par les établissements scolaires et également les particuliers sur tout le territoire français, en métropole et en outre-mer. Et l'objectif est de permettre à tous de vivre une expérience de la nature à son contact. Alors, quel rôle justement à l'école pendant cette fameuse fête de la nature? Alors, les établissements scolaires peuvent participer à la fête de la nature en organisant des ateliers de découverte, d'observation, de réflexion ou encore d'interaction sur la biodiversité. Bon, alors c'est quoi une école de la nature, Irina, concrètement? Alors, une école de la nature ou Forest School ou encore école de la forêt, c'est un concept d'école qui se traduit par un mouvement de pédagogie par la nature, la pédagogie de l'outdoor education, c'est-à-dire de l'éducation hors des murs. Alors les enfants apprennent en pleine nature, ils peuvent explorer la nature, être sensibilisés à l'environnement et acquérir des connaissances sur la biodiversité. Les 3 objectifs de ces établissements sont le plaisir de l'enfant, son développement intégral et sa relation avec la nature. À qui s'adressent les Forest School alors? Alors les Forest School peuvent être une école alternative ou un lieu d'atelier ponctuel. Donc les enfants peuvent être scolarisés dans une Forest School, ou alors si les enfants sont scolarisés dans une école dite ordinaire, ils peuvent y aller dans le cadre d'une sortie scolaire, ou encore aller à la Forest School comme une activité extrascolaire et y venir toutes les semaines le temps d'une journée. Et il y a également plusieurs Forest School qui proposent des ateliers pour les familles. Donc les parents et les enfants peuvent ainsi partager des moments ensemble en pleine nature. Et ça cartonne en France d'ailleurs. Exactement, on compte aujourd'hui une quarantaine de Forest School, donc sur toute la France. On est quand même loin d'autres pays comme la Danemark qui est le pays précurseur de la Forest School, ou encore de la Suède et de la Finlande. En Allemagne, on compte 2000 Forest School et au Royaume-Uni 700. Donc on est loin, mais on progresse. C'est très bien. Allez, on en parle avec l'expression orale. Merci Irina. Thibaut Pinsard, vous êtes fondateur des Déclics, vous êtes en Skype avec nous. C'est une Forest School, on vient de le voir avec Irina. C'est une Forest School extrascolaire dédiée aux petits citadins. Chaque semaine, des enfants entre 6 et 11 ans se retrouvent donc en pleine nature pour faire plusieurs activités ensemble. On en parle avec vous dans un instant. Avant, on regarde à quoi ça ressemble. Au programme, un grand jeu sur l'écologie qui plonge les enfants dans un imaginaire et les amène à coopérer pour résoudre ensemble une problématique. On fait plein d'activités que j'adore. En plus, c'est en plein air. Un atelier où les enfants apprennent à mieux gérer leurs émotions et à gagner en confiance en soi. Il hésite. Ah. Il y a une maman, elle dit à son enfant
temps de jeu libre où les enfants peuvent explorer la nature environnante avec l'animateur et leurs copains. Oui, j'ai adoré, je veux le refaire. Tu veux le refaire? Bah on va aller le refaire. Et enfin, un forum d'échange sous forme de bilan d'escapade pour favoriser l'ancrage mémoriel. Alors, parlez-nous justement de cette Forest School. Comment est-ce que ça a commencé ? Oui, bonjour à tous. Comment ça a commencé ? C'est venu d'une conviction qu'il fallait, une motivation d'abord, que je voulais faire quelque chose dans l'éducation, je voulais créer quelque chose pour mieux aider les enfants à s'épanouir et à faire des choix plus éclairés pour leur futur. Et du coup, quand on a commencé à s'intéresser à ce milieu des activités extrascolaires, on s'est rendu compte que des enfants passaient de plus en plus de temps sur les écrans et de moins en moins de temps justement dans la nature, et que sur ces sujets-là justement on était très en retard en France par rapport, vous venez de le dire, par rapport aux pays nordiques, même par rapport aux États-Unis, et c'est un sujet dont on parle encore assez peu en France, ce syndrome de manque de nature qui a été théorisé par un monsieur qui s'appelle Richard Louv aux États-Unis. Et donc on s'est dit qu'on allait aborder ce problème-là en proposant des activités en plein air, extrascolaires, pas assez. Donc du coup, c'est pas exactement une école, hein. C'est vraiment des activités extrascolaires, le mercredi après-midi ou le week-end. Et donc on allait proposer ces activités toute l'année, peu importe la météo, qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve. C'est ça, comme au Danemark en fait. On en avait parlé effectivement sur ce plateau. Quelles sont les activités par exemple que vous faites avec les enfants ? Alors nous, du coup, en plus de cette grosse composante plein air, reconnexion nature, donc peu importe la météo, on propose aux enfants des activités de deux types. En fait, ça va être des grands jeux sur des thématiques liées à l'écologie qui va les plonger dans un imaginaire et qui va les amener à coopérer. Cet imaginaire, ça peut être les abeilles et la pollinisation, ou le plancton dans la production d'oxygène, ou les primates dans la régénération des forêts. Et on a aussi un deuxième temps qui est moins sportif, plus calme, qui est du coup un atelier d'intelligence émotionnelle. Là, il y a une progression tout au long de l'année sur cet aspect-là, et c'est quelque chose, c'est souvent sous forme de discussion, pour amener les enfants à mieux identifier, mieux gérer leurs émotions, et aussi à gagner confiance en eux. Vous voyez une vraie demande croissante des parents pour mettre les enfants en extrascolaire, en tout cas dans ce genre d'école, et chez vous notamment ? Oui, il y a une vraie demande. En fait, nous, on reçoit aussi beaucoup d'appels de parents ou de mails, parce que nous, on est présent qu'en Ile-de-France pour le moment, et on reçoit pas mal d'appels de parents de toute la France qui aimeraient bien voir ce genre d'initiative fleurir un peu à droite à gauche, et aussi plus proche de chez eux, parce que pour le moment, c'est vrai que le mouvement de pédagogie par nature ou de Forest School est encore à ses débuts en France, et ça manque de maillage territorial pour proposer une expérience de nature à tous les enfants et parents qui le demanderaient. Et nous, à titre personnel, à notre échelle avec les déclics, par exemple, on a multiplié par 5 notre nombre d'inscriptions à l'année d'enfants entre septembre 2020 et septembre 2021. Bon, merci beaucoup en tout cas Thibaut Pinsard, fondateur des Déclics, d'avoir été avec nous. On a eu moins de temps qu'avec nos prochains invités, mais en tout cas, vous pouvez évidemment revenir avec plaisir sur le plateau de School TV. Ce sera en tout cas avec plaisir que l'on parlera évidemment de votre école extrascolaire, les Déclics. Merci beaucoup. On va passer avec vous, Nicolas. Merci beaucoup. Vous êtes fondateur et président d'Upaya. Ouais, expliquez-nous comment est née déjà cette école. Alors, comment est née l'école ? L'école, elle est née d'une question, un questionnement autour de l'éducation à la parentalité, avec la naissance de nos enfants, pour mon épouse et moi. Et puis, on s'est retrouvés avec des amis et puis des familles qui avaient les mêmes questionnements. Et on s'est aperçu qu'en fait, à son arrivée à l'école, il y avait des choses qui se passaient avec lesquelles on n'était pas vraiment en accord. C'est-à-dire, par exemple ? Dans l'accompagnement de l'enfant, dans la manière de vivre le lien ou de résoudre certains conflits. Hein. Et puis surtout, c'était une école en centre-ville et voilà, il n'y avait pas beaucoup de nature. Donc on s'est interrogé sur ce qui existait et puis on a commencé à faire les petits pas. Vous êtes de région Île-de-France, c'est ça ? Orléans, région centre. Vous êtes Orléans. Alors, nous on est aux portes de la Sologne maintenant. Upaya, je le rappelle, c'est une école privée hors contrat reconnue par l'Éducation nationale. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que vous ne suivez pas le programme de l'Éducation nationale. Alors,
il y a une finesse. Alors, expliquez-nous cette finesse. On s'engage quand on est école privée hors contrat à respecter la transmission de ce qu'on appelle le socle commun. Oui, d'accord. Sur Donc les c'est le cycles, français, les mathématiques, toutes ces choses-là, toutes les matières qu'on pourrait appeler les matières nobles. Et en même temps, on a cette liberté pédagogique de transmission. Alors, peut-être que c'est un peu flou pour Ouais. vous. Je vous propose justement de regarder cette petite vidéo qui est sur votre site internet qui explique très bien en quoi consiste cette école. Regardez. Upaya, l'école par nature, vous connaissez? Située dans le village de Dry, à 20 km d'Orléans, Upaya est une école alternative, en pleine nature, pour des enfants et des adolescents qui ont entre 3 et 18 ans. Upaya est une école qui propose un cadre démocratique, c'est-à-dire que chaque enfant a un pouvoir de décision sur les règles et les projets de l'école. Nous vivons au rythme des saisons et la nature constitue pour nous un support essentiel d'apprentissage. Upaya, c'est aussi une école ouverte sur le monde. Nous aimons faire venir des intervenants qui nous transmettent leur passion et aussi organiser des sorties. Notre école voit son effectif grandir. De plus en plus de familles adhèrent à notre approche jusqu'à déménager pour pouvoir y inscrire leur enfant. Nous avons besoin de plus d'espace pour le matériel, pour pouvoir travailler en petits groupes, quand on a besoin de silence, d'espace de manipulation ou quand il pleut. Alors là, évidemment, dans cette vidéo, on voit bien ce concept aussi de yourte. On va en reparler. Irena avait une question. Oui, justement, comment vous enseignez vos matières? Est-ce que c'est de manière transversale ou comme dans une matière, comme à l'école, dans une école ordinaire? Eh bien, écoutez, au départ, le principe d'une école dite démocratique, c'est d'offrir un environnement avec le plus d'autonomie possible à l'enfant. Et puis on s'est aperçu que c'était pas forcément adapté à tous les enfants et à tous les rythmes. Donc on propose en fait comme des alvéoles où il y a des temps. Il y a des temps de transmission, il y a des temps de proposition, de pédagogie ou de pédagogie de projet. Et puis souvent, c'est là que ça va demander de la finesse pour le facilitateur ou la facilitatrice. C'est de capter l'intérêt de l'enfant sur le vivant, sur l'instant, pour pouvoir inclure dans ce qu'il passionne ou dans ce vers quoi il veut aller, les matières du socle commun. Si j'ai un exemple, si vous voulez que je vous partage un exemple. L'année dernière, on a eu la chance de pouvoir compter sur un intervenant qui est prof de mathématiques, qui est passionné de la construction de kayaks et de petits bateaux. Ouais. Du coup, il est venu avec ce projet qu'on a proposé aux enfants, qu'ils ont voté et validé. Et c'était l'occasion, du coup, autour de la construction de ce bateau, de cette petite barque, d'apprendre les maths et la géométrie, par exemple. Alors, c'est intéressant que vous parliez de vote. Dans votre vidéo de présentation, on parle d'enseignement démocratique, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. En quoi ça consiste? Par exemple, les enfants, aujourd'hui, on fait des maths. Ah bah non, on ne veut pas. Bon, bah tant pis, on fait du bateau, alors. Non, mais je fais très simple, les cours, mais est-ce que c'est comme ça? Alors, on essaye, c'est pas qu'on essaye, c'est qu'il y a un conseil d'école qui est organisé chaque semaine. Et en fait, nous, on s'est entendu sur planifier la semaine d'après, le vendredi. Ce qui évite les quiproquos et justement ce genre de choses. Alors après, ça peut changer, ça peut être changeant et on va s'adapter. Mais l'idée, c'est qu'il y a déjà un socle qu'on valide pour au moins la matinée. Et puis l'après-midi est plus libre, notamment dans la pédagogie de projet. Gérard Debionne, vous êtes secrétaire de l'association Casar 51, donc dédiée à l'astronomie amateur. Oui. Je n'ai pas dit de bêtises, ça va? Casar 95. Casar 95, 51, j'ai mis, je ne sais pas pourquoi. Bon, écoutez, 95, ça, si jamais le bandeau n'est pas bon, on va le rectifier. 95, c'est le département, hein, tout simplement. Tout simplement 95. Vous venez donc de la région Île-de-France. Exactement. Jack, qu'est-ce que vous pensez de ce concept-là, d'école dans la nature? Vous en pensez quoi? C'est une bonne idée pour vous? Alors, ça peut être une bonne idée. Est-ce que ça convient à tout le monde? J'en suis pas complètement sûr. Et puis, finalement, et ça, je pense qu'on ne le définit pas suffisamment aujourd'hui, c'est de quel savoir a-t-on besoin dans 20 ans ou dans 30 ans? Et ça, c'est une grande question à laquelle on n'entend pas beaucoup de gens s'intéresser. Vous vulgarisez, vous, en tout cas, l'astronomie. Et ça, on en a besoin. Alors, je pense qu'on en aura toujours besoin, même dans 40-50 ans. Expliquez-nous votre association. Alors, l'association, elle a été fondée par un gamin, un certain Patrick Segorbe. Il avait 16 ans à l'époque, je crois. Ouais. Et donc, il a fondé cette association en 89. D'accord. Dans un foyer rural. Alors bon, un foyer rural, c'est pas toujours très simple parce qu'il y a une double gestion avec les astronomes d'un côté, les responsables, etc. Donc finalement, l'association a émigré en
98 est devenue une association loi de 1901. Oui, c'est ça, c'est pour les associations donc à but non lucratif. À but non lucratif, exactement. Et ben, c'est à cette date-là que j'ai croisé quelqu'un de cette association par hasard devant un stand de télescope dans un grand magasin. Et donc, ben, j'ai adhéré. Je suis assez rapidement devenu secrétaire. D'accord. Et puis, ben, je le suis toujours, même si j'ai eu pendant 3 ans, de 2011 à 2014, je crois que j'étais président de l'association. Et puis après, je suis redevenu... Et donc concrètement, pour que les gens se rendent compte, vous allez dans les collèges, dans les écoles, rencontrer les enfants et leur parler d'astronomie? Alors, notre but premier, c'est déjà de faire vivre le club. Alors, notre club a une spécificité. Alors, normalement, l'astronomie, pour les amateurs, ça consiste à sortir un télescope et puis à regarder le ciel, à condition qu'il fasse beau. Alors, oui, c'est mieux. Cette condition, en particulier dans la région parisienne, elle est importante parce qu'elle n'est pas toujours réunie. Oui. Et donc, on a, dès le départ, le club a été construit de la façon suivante. S'il fait beau... On emmène les enfants regarder les étoiles. Non, pas les enfants. Les enfants, ça vient après. Ah d'accord, pardon. On emmène les membres regarder les étoiles, les planètes, enfin le ciel d'une façon générale. Ouais. Et s'il fait pas beau, on organise une conférence qui est prévue d'avance et qui est faite par l'un des membres. Alors bon, évidemment, c'est un peu toujours les mêmes qui font les conférences. Hein. Oui, on s'en imagine, oui. Ceux qui ont un bagage un peu plus... Oui, qui savent bien parler, etc. Ils connaissent bien le sujet, on imagine. Et, voilà, qui n'ont pas peur de parler déjà, parce qu'il y a des gens qui ont... Et donc là, ces conférences, vous parlez de quoi, par exemple? Alors, les sujets sont multiples. Dans un club d'astronomie, on va parler de sujets purement techniques, on va parler d'instrumentation, on va parler d'histoire. L'histoire, c'est quand même très important, puisque il faut bien comprendre que l'astronomie, c'est un petit peu ce qui a sorti le Moyen-Âge du Moyen-Âge, justement. Hein, et c'est quand même toujours ce qui a tiré les sciences en Occident, avec, je dirais, alternativement des mathématiciens et des astronomes. Mais bon, à l'époque, c'était un petit peu pareil. Mais alors, est-ce que vous constatez un intérêt des enfants pour l'astronomie, notamment avec Thomas Pesquet, ça qu'on en parle beaucoup? Est-ce qu'il a joué un rôle dans les écoles et auprès des enfants pour vulgariser un peu l'espace et les étoiles? Je dirais qu'il y a eu une grande époque, à l'époque où on allait sur la Lune. Oui. Et là, non seulement les enfants, mais tout le monde était passionné. Et puis, ben, c'est dommage, mais bon, la pression est un... Voilà, maintenant, on parle d'aller sur Mars quand même, hein. Oui, alors... Alors, on ne va pas rentrer dans le détail. Non, mais c'est pour l'idée. Mais oui, alors, effectivement, on va aller sur... Enfin, non, on va pas aller sur Mars. Je fais partie des gens qui pensent qu'on n'ira jamais sur Mars. Pour plusieurs raisons, mais je ne vais pas m'expliquer là-dessus. Non, mais ce n'est pas le sujet en plus de l'émission. Voilà, mais c'est surtout sur les enfants et sur leur regain, peut-être, d'intérêt pour les étoiles. Alors... les enfants vont s'intéresser, je dirais, à l'aspect fusée un petit peu. Oui, c'est ça. C'est impressionnant, effectivement. Une fusée qui part dans l'espace. C'est impressionnant. Bien sûr. Ça fait du bruit, etc. Et donc, ben, alors, donc, je disais tout à l'heure que de base, je dirais, on fait de l'astronomie, je dirais, pour les membres d'un club. Et puis, on va un petit peu plus loin, c'est-à-dire que régulièrement, on s'adresse à des écoles, à des associations, etc. On participe à On the Moon Again, par exemple. D'accord, c'est quoi On the Moon Again, alors ça s'est produit, attendez, c'était avant le Covid. Oula, on ne se souvient plus du temps avant le Covid, effectivement. Oui, c'était un autre temps, une autre époque. Donc ça devait être, je ne sais plus, en 2010. Ouais. Et ça consiste en quoi, très rapidement? On the Moon Again, ben, c'était pour fêter les 50 ans du débarquement des astronautes sur la Lune. Et donc, ben, là, on avait installé un certain nombre de télescopes, et puis ben, les gens pouvaient regarder la Lune. C'est toujours très impressionnant pour un néophyte de voir la Lune. Et puis pour les enfants, encore plus, effectivement. Et pour les enfants aussi, bien sûr. Irina, c'est à vous, puisqu'on va passer à l'info en plus, c'est tout de suite.
Vous allez nous parler de l'éco-accueil des Gallicours. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un éco-accueil? Parce que je n'ai rien compris. Alors, le label éco-accueil de loisirs, c'est un gage de reconnaissance envers les centres de loisirs ou lieux d'accueil périscolaires engagés dans une démarche de transition écologique. En 2016, la ville de Rueil-Malmaison a souhaité construire un projet pédagogique autour d'activités en lien avec le développement durable. Donc, le centre d'accueil des Gallicours a été éco-labellisé en juin 2017 et il s'agit du premier éco-accueil de loisirs de France. Très bien. Que propose, pardon, j'avais pas vu qu'il y avait une relance. Que propose cet éco-accueil alors justement? Alors, il propose aux enfants d'âge élémentaire, donc de 6 à 11 ans, plusieurs activités liées au développement durable, à la nature et au respect de l'environnement. Par exemple, l'entretien d'un potager, la création de nichoirs ou encore plusieurs ateliers créatifs en utilisant des matériaux de récupération ou en réduisant les déchets alimentaires. Il y a beaucoup d'activités et il faut savoir que les animateurs ont suivi une formation globale au développement durable. Bon, bah écoutez, c'est passionnant. Je ne connaissais pas du tout cet éco-accueil. Alors, ce qui est intéressant aujourd'hui, Nicolas, c'est vrai, vous le voyez, chez les parents, il y a une forte demande. On voit avec l'explosion de l'écologie, alors plus ou moins dans le débat public, c'est vrai. Oui. Mais en tout cas, c'est vrai, les gens s'intéressent de plus en plus, et notamment avec la nouvelle génération de parents qui veulent mettre ce thème-là au centre de l'éducation des enfants. Vous avez beaucoup de demandes, vous? Oui, de plus en plus, on est premiers surpris. Et vous proposez également des ateliers pour les parents, il me semble, non? Oui, on essaye. Oui, vous essayez, alors c'est-à-dire bon, on essaye de proposer de l'offre, mais en même temps, on est pris aussi par nos quotidiens, quoi. On aimerait faire plus, en fait. J'aimerais revenir, pardon, sur l'éducation, parce que vous dites quand même que les classes sont mélangées, les âges sont mélangés. Oui. Comment ça se passe concrètement? Alors, c'est une école multi-âge qui va de 3 à 13 ans aujourd'hui. Et du coup, ils ont beaucoup de temps collectif en commun. D'accord. Ils cohabitent, où ils vivent des projets ensemble. Et puis, on a quand même... Il y a quand même... quand il y a classe oui, et puis il y a l'évolution de l'enfant. Il faut prendre en compte aussi les étapes d'apprentissage de l'enfant. Donc, on s'appuie aussi sur tout ça. Donc, il y a quand même des sous-groupes qui vont être en fonction des tranches d'âge. Donc, les 3-6, les 6-9 et les 9 plus. Forcément. Parce qu'il y a un temps de concentration et de disponibilité qui n'est pas le même. Voilà. Il y a sûrement des parents qui nous regardent aujourd'hui qui sont peut-être un peu frileux, dubitatifs quand on voit ces écoles, c'est vrai, un petit peu hors contrat et qui proposent autre chose de ce que l'on connaît, nous, en tout cas, en règle générale. Qu'est-ce que vous leur dites à ces parents? Eh ben, qu'est-ce que je peux là? Moi, ce qu'on peut dire, c'est qu'on essaie d'offrir un environnement qui va offrir un environnement d'apprentissage, d'éducation et d'épanouissement de l'enfant. On essaie de mettre du « et pas du « ou ». On n'est pas dupe qu'il y a des enfants, ils vont pouvoir rester un temps donné s'ils sont captivés par ce qu'ils vont faire et concentrés pendant longtemps. Et puis pour d'autres, ils vont être appelés à plus bouger. Donc l'idée, c'est de pouvoir leur offrir ces dynamiques-là possibles au service de l'apprentissage, de leur éducation et de leur épanouissement. Ça va être la clé. Et du coup, ça nécessite aussi d'accueillir les parents. Vous posez la question des ateliers des parents, dans le sens où, quand je suis parent, c'est quoi ma motivation? C'est quoi le besoin que je nourris derrière? Et qu'est-ce que ça me permet quand je fais la démarche d'offrir cet environnement-là à mon Alors, vous parlez d'environnement, pourquoi une yourte alors? Pour plein de raisons. Déjà pour l'impact écologique, si on parle de nature et d'écologie, il est très faible. Il n'y a pas de fondation. Ça se monte en une journée, ça se démonte en une journée. Et puis, c'était aussi pour des questions de financement. Ça coûte moins cher que de rénover un bâti. Et vous voulez mettre une deuxième yourte d'ailleurs? Oui, tout à fait. On est en train de grandir. Plus d'élèves? Ouais, plus d'élèves. Là, on a commencé il y a 3 ans, on était 7-8 élèves. Et puis à la rentrée, là, ce sera une trentaine d'enfants. Et surtout, d'offrir un espace aussi pour les collégiens et les pédagogies de projet. En cette journée de la nature, tous les deux, est-ce que vous pensez que l'éducation nationale en fait assez pour ouvrir les enfants à la nature, à l'écologie? Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup de chemin à faire? Alors déjà, nature et écologie, c'est pas forcément... Non, mais en tout cas, c'est un thème, effectivement, je suis d'accord, mais c'est un thème, en tout cas, aujourd'hui, qui est important. Oui. Il y a du travail encore, aujourd'hui, en France? Je pense qu'il y a du travail, oui, bien sûr. Nicolas, vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui, on a vraiment beaucoup d'espace et de possibles. Et puis, je pense que c'est important, en fait, de se reconnecter à l'environnement et à la nature pour apprendre à l'aimer, cette nature, et puis à penser ensuite sur des stratégies d'écologie. On peut être dans l'écologie que si on connaît la nature, de mon point de vue.
Alors, est-ce qu'on a du recul aujourd'hui? Parce que ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est de parler de ces enfants qui seront des adultes demain. Qu'en est-il? Est-ce qu'on a des retours, peut-être dans les pays voisins, scandinaves notamment, qui font ce genre d'activité-là? Que deviennent ces enfants une fois adultes? Quelle est la différence avec les autres qui ont eu un cursus tout à fait classique? Moi, j'ai de l'espoir dans le fait que ça puisse être des citoyens de demain. Pour moi, cet engagement de l'école alternative proche de la nature, pour moi, c'est contribuer à une forme de changement de paradigme et de transformation sociale. Elle est nécessaire, la nature nous y invite. En musclant leur aptitude à porter des projets, ça leur apprend aussi à définir c'est quoi mon rêve, c'est quoi mon but, mon objectif, mon projet, et à le réaliser étape par étape. Nous, c'est ce qu'on soutient. Bien sûr, on va y mettre du socle commun, mais je pense que ça, c'est important. Et quand on parle de nature, je pense que l'écologie parfois pointe du doigt une certaine forme de violence dans le comportement de l'être humain, mais c'est aussi d'aller voir sa propre nature. Donc on fait aussi un mouvement de l'écologie vers soi, de l'écologie humaine, par des formations, notamment la communication non violente, toutes ces choses-là qui va permettre à un moment de tourner la caméra vers soi et de voir mais qu'est-ce qui fait que j'ai des comportements et qui ne sont pas en accord avec ce que je souhaite vivre, qui me dépassent et dont je n'ai pas les repères. Donc l'idée, c'est de s'offrir aussi ces repères-là ensemble. On entend de plus en plus, Gérard, c'est vrai, ce genre de discours dans l'éducation, de parents. Est-ce que vous partagez cet avis ou pas? Rapidement, on a plus alors, de temps, malheureusement. L'éducation, effectivement, j'irais actuellement dans le monde des adultes, on voit bien qu'on est à un niveau très bas sur la compréhension de l'avenir. La compréhension de l'avenir, c'est-à-dire un avenir surpeuplé, avec un changement climatique et pratiquement sans énergie, juste avec un peu d'énergie renouvelable, qu'on aura beaucoup plus de mal à faire quand on fabriquera des éoliennes avec l'électricité des éoliennes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... compris. Donc on a un avenir très complexe et je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait bien compris. En tout cas, ça passe, ça c'est sûr, par l'éducation et par les enfants. Oui, ça passe par l'éducation, mais aujourd'hui, quand vous ouvrez l'oreille, qu'est-ce que vous entendez? Vous entendez deux choses. Vous entendez des publicitaires vous dire que si vous achetez mon produit machin, vous allez être encore plus heureux. Ou des politiques qui vous disent que demain, si vous votez pour moi, demain, l'avenir sera meilleur. Et l'écologie ira mieux, effectivement. Et on sera plus riche. Alors que demain, on ne sera pas plus riche, on sera moins riche. Et c'est pour ça que ça passe par l'éducation, évidemment, par ça les passe enfants. Par l'éducation, mais une éducation sérieuse. Il faut que l'éducation arrive à expliquer l'avenir. En tout cas, on peut retrouver, Gérard Debionne, votre association Casar 95 dans le 95, comme son nom dans le 95. Dédié, donc je le rappelle, à l'astronomie amateur. Nicolas Haut, je le rappelle, vous êtes cofondateur et président donc, de l'école Upaya par la nature. Merci beaucoup, Irina. Merci à vous. C'est la fin du MAG et on se retrouve très vite sur School TV. Merci, à bientôt.